Pulsation Podcast, le podcast des HUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Les premiers instants de vie peuvent s'avérer très fragiles et certains bébés, lorsqu'ils arrivent au monde, peuvent avoir besoin d'une surveillance accrue et de soins spécifiques. Chaque année à Genève, environ 500 nouveau-nés sont pris en charge au sein de l'unité de néonatologie de l'hôpital des enfants situé dans la maternité des HUG. Cette unité intervient dès les premières secondes de vie et jusqu'à 4-5 mois pour les plus petits d'entre eux. L'unité de néonatologie des HUG est le seul centre périnatal de référence de niveau 3 dans le canton de Genève. Il y en a 9 en Suisse. Classé dans la médecine hautement spécialisée, ce centre est ainsi le seul à prendre en charge des nouveau-nés, grands prématurés, dès 24 semaines et parfois dès 400 grammes. Il accueille également les nouveau-nés plus matures, dès 35 à 36 semaines, qui nécessitent une prise en charge hautement spécialisée en soins intensifs en raison d'une pathologie. Cette unité offre un environnement où l'excellence médicale se marie à une approche humaine et attentionnée. Tout est mis en œuvre pour protéger la vie, son équilibre et soutenir le développement des nouveau-nés en collaboration étroite avec leur famille. Bienvenue dans Pulsation Podcast, je suis Karine Paulien, journaliste et je vous propose aujourd'hui de découvrir le fonctionnement du service de néonatologie des HUG. Bonjour. J'ai accouché à 24 semaines et 3 jours. Nous sommes avec Prémila Séjor, maman de Natila, une petite fille de 2 ans et demi, née prématurément. La veille, je me sentais déjà pas très bien, parce que je sentais une pression en bas, là. Donc avec mon mari, on s'est dit, bon, on va à l'hôpital quand même pour voir. Pas de contraction, il n'y avait rien de particulier. Donc je suis rentrée à la maison me coucher. Et le lendemain matin, à 8h, en me levant, j'ai perdu les os. J'ai appelé mon mari en catastrophe et on est retourné à l'hôpital. Et en fait, j'ai fait une hémorragie. Du coup, ils m'ont transportée d'urgence sous surveillance. Et puis, il était midi quand ils m'ont dit, bon ben voilà, ça s'est un peu calmé. Mais si jamais vous pouvez avoir une naissance prématurée, sauf que je voulais pas entendre en fait, parce que j'avais pas envie de me confronter à ça. Parce que 10 ans auparavant, j'avais accouché d'un petit garçon à 23 semaines et 4 jours. Il n'a pas survécu. Et du coup, je me suis dit, oh là là, l'histoire se répète. Et je voulais pas, quoi. Et quelques heures après, ils sont arrivés en catastrophe dans la chambre, en fait. Là, c'est une alerte rouge, là. On doit faire sortir le bébé. Et puis, j'ai juste vu une paire de ciseaux me couper le t-shirt, comme ça, le masque. Et voilà. Quand j'ai ouvert les yeux, je voulais qu'une seule chose, c'est savoir si elle était vivante ou pas. Il y avait peut-être une aide-soignante ou une infirmière à côté de moi et mon mari ne disait rien. Et au bout d'un moment, il a vu mon regard insistant parce qu'il voulait aussi me soulager. Il a juste souri et je me suis dit « Ok, il sourit, c'est que c'est bon !» Et puis après, il m'a fait un pouce et après, il m'a dit « Voilà, elle a respiré seule ». Ce qui est assez impressionnant. Oui, parce qu'elle devait être toute petite. Mais vraiment, elle faisait 630 grammes. Pour moi, c'était pas un bébé. Ça faisait plus petite souris, voilà. Mon mari, lui, il la trouvait magnifique, il la trouvait belle. Moi, je la trouvais pas jolie. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est difficile aussi en tant que parent de se confronter à ce qu'on n'était pas censé voir si jeune, si petit. Mais voilà, pour lui, c'était tout bonheur et moi, j'étais juste effondrée, en fait. Et du coup, comment s'est faite cette rencontre avec votre fille, cette première rencontre ? Alors, cette première rencontre s'est faite avec mon mari, mais c'est pas cette rencontre qui m'a le plus marquée parce que j'étais accompagnée de mon mari et je sentais que pour moi, j'allais voir quelque chose d'extérieur à moi. Je sentais pas de lien particulier. C'est quand j'ai fait ma montée de lait au 3e jour. Je pleurais énormément dans la chambre. Et j'ai une sage-femme qui est venue me voir dans la nuit, qui m'a demandé est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Et je lui ai dit oui, je voulais peut-être un thé. Mais c'était pas ça qu'il me fallait. Puis elle me dit mais peut-être que vous voudriez aller voir votre fille en fait. Il était 23h30. Et moi, je me disais, oui, mais il est tard. Voilà, en fait, vous vous accrochez à plein de choses pour pas vous confronter parce que durant ces 3 jours, c'était avec mon mari que j'allais la voir tout le temps. Là, il était pas là. Et donc, il fallait que je prenne mon courage à 2 mains de me dire, mais oui, en fait, je suis pas bien parce que j'ai envie de la voir et de la rencontrer seule en tant que maman, là. Puis, elle m'a amenée, voilà. À ce moment-là, c'est vrai que l'équipe est vraiment soutenante et c'est incroyable parce que c'est vraiment eux qui m'ont fait le pont, en fait, vers mon bébé.
la façon dont il lui parlait, je me disais, c'est comme ça qu'on peut parler à ce petit être, ok. Donc j'étais un peu dans l'imitation au début, avant de prendre ma place en tant que maman. C'est un travail énorme qu'ils ont fait pour moi. En tout cas, j'étais admirative de leur douceur, de leur tendresse auprès de ma fille. Et je me suis beaucoup inspirée en fait d'eux pour rentrer en contact avec elle. Moi, j'ai pas voulu l'annoncer tout de suite à ma famille qu'elle était née. Avec mon mari, on s'était dit, on attend un peu, puisqu'on sait pas si elle va survivre ou pas. En fait, on a fait la famille proche 3 jours, les cousins, cousines un peu plus éloignés 5 jours après. Et à 7 jours, Nathila a arrêté de respirer. Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi on l'a annoncé si tôt, alors qu'on avait pris le temps? Et en fait, j'avais pas compris que la prématurité, c'était ça le chemin. Elle pouvait vivre 2 semaines, 3 semaines, et ça pouvait s'arrêter là. Donc ce jour-là, l'équipe a fait un tournus pour la soutenir avec le ballon. Je suis pas restée parce que c'était trop dur pour moi. Pour moi, tout était terminé là. Donc j'étais effondrée. Et puis vers 22h, ils m'ont appelée en me disant, ça y est, elle est repartie. Et là, je me suis dit ce jour-là, peu importe le nombre de jours, le nombre de semaines qu'elle vivra, il faut vraiment que je sois à fond dans mon rôle de mère parce que c'est ce que l'univers m'offre là. Et je dois vraiment en profiter parce que c'est une chance que j'ai de pouvoir être maman là. Nous voici dans l'unité de néonatologie des HUG. Le professeur Ricardo Pfister est médecin-chef du service de néonatologie et des soins intensifs pédiatriques des hôpitaux universitaires de Genève. Il est également néonatologue. Pour nous, en Suisse, la néonatologie, c'est les soins intensifs de néonatologie que les Anglais appellent NICU, Neonatal Intensive Care Unit, que les Français appellent REA, et qui en fait continue évidemment jusqu'à la néonatologie avec un deuxième service qui s'appelle Unité de développement, qui a encore 8 lits pour des bébés qui sont plus step down ou qui ont un besoin de préparation de la sortie à domicile, comme des situations sociales plus complexes. Alors, quasiment tous les nouveau-nés qui sont admis chez nous, c'est en urgence. Que ça soit des enfants prématurés, c'est à peu près 2/3 de nos admissions, ou 1/3, c'est des bébés qui sont à terme avec soit un manque d'oxygène, soit une malformation, soit un autre problème respiratoire à la naissance. Nous nous occupons du moment de la naissance de ces bébés jusqu'à la sortie, et certains vont pouvoir être transférés à l'unité de développement, parfois dans des unités en dehors, mais contrairement à d'autres centres, on a peu d'hôpitaux dans lesquels on peut retransférer. Donc notre activité est une activité de médecine hautement spécialisée qui va jusqu'à la sortie. Donc on a la plus grande maternité de Suisse parce que c'est une maternité de ville, mais aussi une maternité de référence. On a 4300 naissances à peu près par année ici au HUG, et puis on a un centre de périnatologie qui draine les pathologies de la région. Et la néonatologie, en fait, dessert tout cette maternité, plus les 3 cliniques privées quand ils ont des soucis. La plupart des bébés qui sont pris en charge dans l'unité de néonatologie des HUG sont attendus. Une partie non technique, mais qui est technique quand même, c'est d'essayer de parler avec tous les parents dont l'enfant vient chez nous avant la naissance. On leur explique ce que c'est la prématurité, ou on leur explique ce que c'est une certaine malformation et comment ça va devoir être pris en charge après la naissance. Ensuite, il y a une partie très technique qui est extrêmement structurée, qui est la réanimation néonatale. On a une salle dans laquelle les nouveau-nés qui ont un problème aigu, inattendu, ou les enfants prématurés, où on sait qu'ils vont naître, vont être pris en charge par notre équipe de néonatologie, où il y a, en général, pour les cas un petit peu plus costauds, un médecin adjoint, un chef de clinique, un interne, plus 1 à 2 infirmières pour la prise en charge d'un bébé dans les premières 1 à 2 à 3 heures de vie. Grosso modo, les choses les plus importantes, c'est veiller à la température, ensuite être sûr que les voies aériennes sont ouvertes et veiller à une bonne ventilation. La circulation vient après, beaucoup moins importante que chez les adultes parce que quasiment tous nos bébés ont des cœurs normaux et c'est le manque d'oxygène qui fait qu'ils ne fonctionnent pas très bien. Donc c'est assez différent cette réanimation néonatale comparée à la réanimation adulte.
la prématurité n'est pas forcément une maladie, c'est en fait une condition dans laquelle il faut garder un équilibre. Et quand on sort de l'équilibre, c'est un gros effort de soins intensifs de retourner dans cet équilibre. Et là, dans le temps, les choses ont changé. Le paradigme dans le passé des soins intensifs de néonatologie était prévenir les accidents, prévenir les dégâts, prévenir les complications. Et aujourd'hui, ça c'est un must, bien sûr, mais il y a beaucoup plus une deuxième composante qui est celle favoriser le développement. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les soins de soutien au développement, en fait, on sait que ces enfants doivent être positionnés d'une certaine façon pour que la gravité, si on les pose d'un côté asymétrique, en fait, la gravité aide à ce que leurs extrémités se touchent, favorise cette perception corporelle. Il y a d'autres choses comme le pot à pot, qui est un magnifique exemple pour lequel on sait qu'il améliore ce développement cérébral de l'enfant prématuré, où il n'y a pas seulement une action qui vient, mais beaucoup d'actions qui font du sens pour le cerveau. Toutes ces stimuli aident à développer justement ces connexions qui sont très importantes pour le développement cérébral futur. Et donc, c'est des interventions qui sont non négligeables. Donc, on fait du technique, éviter les accidents. Il faut continuer à éviter les accidents évidemment, mais il faut ajouter une composante qui est la composante du développement du nouveau-né, parce que c'est la phase, les premières 1 à 2 à 3 années de vie, c'est les années dans lesquelles en fait ces connexions explosent en termes de nombre. Alors il faut du personnel qui accompagne ce développement, mais ça veut dire que les parents sont totalement partie prenante aussi dans ce cadre-là. Alors vous avez parfaitement raison, donc on souhaite que les parents soient partie prenante et ils le sont de plus en plus, et d'autant plus depuis qu'on a des chambres uniques. On est le seul centre en Suisse, pas en Europe, mais on est le seul centre en Suisse qui a des chambres uniques pour chaque enfant de soins intensifs néonatal, et où les parents en fait maintenant passent beaucoup plus de temps en raison d'une certaine intimité qu'ils ont. Mais ceci demande aussi un travail non négligeable des équipes, qui est souvent un petit peu sous-estimé, puisque en réalité on n'a pas un patient, bien sûr on a un patient, mais on a un besoin d'un papa et un besoin d'une maman et des fois des frères et sœurs que l'équipe doit prendre en charge pour favoriser ce côté-là. En tout, une vingtaine de médecins et plus de 100 soignantes et soignants travaillent dans l'unité de néonatologie. Catherine Vincent, l'une des 3 infirmières cadres. Et on est le seul service finalement où le patient n'est jamais rentré à domicile. Ça aussi, c'est un élément important, c'est-à-dire que quand on parle de parentalité, on est là aussi pour que les parents découvrent leur bébé, qui n'est pas le bébé idéal, parfait, que tout le monde a rêvé. Et en fait, ils ne le connaissent pas du tout. Donc nous, ils vont apprendre à le découvrir avec nous sur des semaines, sur des mois parfois. Et c'est très spécifique de la néonate, puisque partout ailleurs, les patients, ils ont déjà une histoire de vie avec leurs proches. Nous, ils la construisent avec nous. Donc les soignants, dans l'équipe qu'on engage, finalement, on a une équipe qui est assez avec des compétences différentes. On a des infirmières pédiatriques qui ont déjà un peu d'expérience. On a des infirmières qui viennent de l'adulte, qui ne connaissent pas du tout le monde de l'enfant et encore moins le domaine du tout petit. Finalement, ce qui fait la plus-value d'une équipe, c'est cette multifacette, on va dire, des soignants. Mais dans l'accompagnement, on voit que certaines ont besoin d'un peu plus que d'autres, par exemple. Ceux qui viennent de l'adulte et qui découvrent la néonate, eux, c'est un autre métier. Alors, il y a des soins très techniques, mais passer les soins très techniques, c'est un vrai travail d'accompagnement, d'approche, d'empathie. Il faut aussi parfois les bousculer aussi, les parents, quand on s'approche de la sortie. Il faut leur laisser aussi tout l'espace dont ils ont besoin pour préparer la sortie, ou bien les envelopper dans les situations un petit peu plus aiguës. C'est aussi une unité qui a beaucoup grandi ces dernières années. On a aussi beaucoup développé de soins très spécifiques. Alors l'allaitement, on a beaucoup travaillé là-dessus. Les soins de soutien au développement, c'est aussi une vraie plus-value. On travaille aussi beaucoup sur l'accompagnement des équipes, sur leur formation. Donc c'est un secteur qui est toujours en mouvement. Ces enfants, finalement, ils nous montrent tous les jours quelque chose d'agréable, en tout cas. Alors là, vous m'emmenez où, Sabrina ? Alors, je vous emmène en salle d'accouchement. Donc, c'est là où se passe la majorité de nos prises en charge. Sabrina Ortu, infirmière en néonatologie. Elle occupe également un mandat en salle de réanimation néonatale et transport. C'est là où tout commence. Et le commencement, en fait, c'est essentiellement sur les vérifications quotidiennes. Donc ça fait partie, je dirais, la moitié de nos temps de travail. On vérifie l'ensemble du matériel. Notre salle de réanimation, elle est partagée avec l'équipe de sages-femmes.
Donc on a une partie de l'activité qui se fait essentiellement en collaboration avec elle. Après, au niveau des prises en charge, on a également des prises en charge qui sont autonomes, sage-femme, médecin, pour lesquelles on n'intervient pas au niveau infirmier. C'est la salle dans laquelle on intervient. On a 4 places. Donc 3 places avec des tables de réanimation pour les bébés à terme. Et puis un incubateur pour les bébés prématurés. Qu'est-ce qui se passe là ? Donc là, vous avez ce qu'on appelle un QRS. Ça permet d'entendre la fréquence cardiaque du patient et de pouvoir se concentrer sur les gestes qu'on fait sans avoir à regarder le scope. C'est-à-dire qu'on arrive à voir la fluctuation de son rythme cardiaque juste en écoutant cette tonalité. On n'assiste jamais aux accouchements. Nous, on est toujours là en stand-by à attendre le bébé ou à intervenir une fois qu'il est né. Mais on n'assiste jamais ni aux césariennes ni aux accouchements. Et dans votre équipe, vous êtes nombreuses ? On est 6 au total, 6 infirmières. Et donc, on tourne une fois par mois à peu près, chacune son tour pour assurer cette mission. Donc Sabrina, vous préparez les salles d'accouchement, vous préparez le matériel s'il faut transporter le bébé. Mais qu'est-ce que vous faites quand le bébé arrive ? Alors concrètement, quand le bébé arrive, on a déjà tout un plan on a déjà programmé avec l'équipe médicale en distribuant les rôles de chacun. Et au niveau infirmier, le rôle principal, ça va être de s'assurer donc de pouvoir peser le bébé à l'arrivée, puisque grâce à ça, on va pouvoir calculer les médicaments qu'on va pouvoir lui donner. On va également très rapidement le sécher, le stimuler et le mettre au chaud. Et puis, l'équipe médicale va plutôt gérer tout ce qui est ventilation. Et nous, on va équiper le bébé avec des capteurs. Et puis ensuite, on va s'installer pour poser un abord veineux, que ce soit dans l'ombilic ou une voie veineuse périphérique dans une petite veine sur la main ou sur le pied, pour pouvoir passer les médicaments ou passer les drogues d'intubation si jamais il fallait intuber ce bébé. Et puis, une fois que la partie ventilatoire au masque est régulée, on va passer sur la CPAP. C'est un support ventilatoire qui permet de donner une pression positive pour faciliter la respiration du bébé. Et donc, on va mettre en place tout cet équipement de cette manière-là. On va pouvoir suppléer la ventilation du patient. Et puis on va s'installer gentiment dans l'incubateur et dans l'environnement dans lequel on a commencé à l'installer pour ensuite poursuivre vers une visite auprès de la maman, où on va prendre des informations sur son souhait d'allaitement, également sur des souhaits particuliers. Et puis, on va donner à la maman ce qu'on appelle un contenant olfactif qu'elle va poser sur sa poitrine, qui va s'imprégner de son odeur et qu'on pourra donner au bébé par la suite. Alors, il y a toute une première partie de la prise en charge. Effectivement, on est dans des soins médico-infirmiers, donc la famille n'est pas présente. Et puis, dès que la situation est stabilisée, on va pouvoir faire rentrer le papa et la maman va pouvoir aussi voir son bébé. Donc, sur 2-3 heures de prise en charge néonatale où on a équipé l'enfant, où on l'a stabilisé, et bien on a quelques minutes quand même partagées avec les familles qui sont riches en émotions, puisque c'est la première rencontre avec leur enfant. Alors certes, très équipés, avec des bruits et des choses qui peuvent un peu leur faire peur, mais on est aussi là pour les accompagner et puis leur proposer du soutien et en tout cas une première photo, un petit contenant olfactif pour commencer à créer le lien parent-enfant. Il a des réserves de la nuit. Hein. C'est un petit peu normal qu'il t'ait un petit peu moins là. D'accord. Mais en attendant, je pense que s'il n'est pas motivé tout de suite, gardez-le sur vous, tout près du sein. Ouais. Vous pouvez essayer encore un tout petit peu, hein, mais s'il t'aide pas, vous le remontez juste la tête sur le sein, comme ça il peut dormir, vous voyez bien son nez, il est bien dégagé, il risque pas de glisser en dessous du sein. Et puis quand il cherche à téter, il va être directement près du sein. Okay. Moi je suis Stéphanie Pécom, infirmière puéricultrice de formation. Je travaille ici en néonat depuis 25 ans. Du coup, j'ai fait la formation spécialisée en soins intensifs et ensuite la spécialisation en allaitement. On est plusieurs à être formés dans l'unité, on est 4. Et on a des tournus 2 jours par semaine. On a du temps pour les mamans, pour l'accompagnement. Donc les autres jours, on travaille dans les soins. Et puis ces 2 jours par semaine, on est là pour les mamans, pour les accompagner. Alors soit il y a plusieurs choses en néonat. Il y a la partie tire-lait. Parce que les bébés, au début, ils ne peuvent pas téter au sein. Donc, les mamans sont obligées d'initier la lactation au tire-lait. Donc, il y a tout cet accompagnement-là sur le démarrage de l'allaitement. L'utilisation du tire-lait, la fréquence, le suivi des quantités de lait, éventuellement s'il y a des douleurs, des choses comme ça. Et puis après, progressivement, la mise en place de l'allaitement avec le bébé.
Donc on essaye de commencer le plus tôt possible, quand on met les bébés en peau à peau, de pouvoir les mettre en contact vers le sein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, de commencer tôt, même avant que le bébé soit capable de téter, pour qu'il puisse s'habituer déjà à la position sur le sein. Avec l'odeur du lait, il va aussi se familiariser. C'est aussi quelque chose qui est rassurant pour lui, parce que dans le lait maternel, il y a un rappel de l'odeur du liquide amniotique. Donc c'est quelque chose que finalement, il connaît déjà. Et puis pour la maman, ça va stimuler la lactation. Voilà. Alors, un petit temps de pause. Est-ce que tu es d'accord, Sophia? Oh, c'est un oui, ça, ou c'est... On réessaye? Maman, elle réessaye. Tu sais, le petit bâtonnet sur ta joue? Ouais, calme-toi. Prends ton temps. Prends ton temps. Bravo. Oh, mais bravo, Sophia, tu mets ta main. Alors, est-ce qu'on recanalise pas avec l'odeur? Est-ce que tu peux me passer? Ouais, voilà, juste ça, s'il te plaît. Un petit peu d'odeur de lait de maman. Regarde. Accompagner l'allaitement en stimulant l'oralité. Cela fait partie des missions de Valérie Vandenbroek dans le cadre de son mandat en soins de soutien au développement en néonatologie et soins intensifs pédiatriques. On parle de stimuler l'oralité, mais cette mission de soutien au développement est en réalité beaucoup plus large et cherche à apporter par de multiples moyens au petit patient ou à la petite patiente un maximum de bien-être dans son environnement de soins et lui permettre de se développer au mieux. C'est une philosophie de soins où tous les soignants ont la même approche de soins auprès des enfants et des parents. Les soins de soutien au développement englobent vraiment beaucoup. En fait, c'est très riche et sur tous les apports. En fait, il faut réfléchir à comment on touche un bébé, aussi petit qu'il soit, ou même plus grand quand il est malade. La base clé, c'est l'observation. Le bébé, en fait, il est fragilisé par ce milieu hostile. Et les bébés au plus petits, ils vont naître aussi bien en âge qu'en poids. Au plus, ils ont de risques de développer des troubles du développement. Mais on essaye de les accompagner sur tous les plans. L'important, c'est que les compétences qu'il a acquises in utero, on arrive en fait durant toute l'hospitalisation à ne jamais les perdre. Quand j'accompagne des parents ou un soignant dans les soins, parce qu'on fait aussi beaucoup de soins à 4 mains. Donc les soins à 4 mains, ça ne représente pas 4 mains qui bougent sur l'enfant, ça représente une infirmière ou un parent qui réalise les soins et les autres mains font un contenant. C'est-à-dire qu'on va le soutenir dans une certaine posture, on va lui apporter des bons points d'appui, on va le rassurer, en posant nos mains sur lui ou en le mobilisant un petit peu, en réajustant sa posture pour que justement on retombe dans ses compétences et moins de stress, par exemple. Et quand je fais ça, ce que j'adore, c'est que pendant le soin ou à la fin du soin, on a un sourire. Et voilà, ça c'est magique. Et là, on peut dire, on a réussi. Le service de néonatologie DHUG est un centre de référence qui forme chaque année des professionnels, des médecins qui viennent de France et Belgique. Il organise aussi des échanges avec d'autres services en Suisse, notamment avec le CHUV. Il a également des projets internationaux et humanitaires avec le Népal, le Cameroun, le Burkina Faso. Des médecins et soignants viennent se former au HUG. Il faut savoir aussi que toute la néonatologie en Suisse est en lien et notamment avec un site internet où sont notifiées chacune des places disponibles pour que, quoi qu'il arrive, une maman et un bébé soient accueillis en urgence. Cela fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Pulsation Podcast. Merci au professeur Ricardo Pfister, à Prémila Séjor pour son témoignage. Merci aux infirmières Catherine Vincent, Sabrina Hortu, Stéphanie Péconne et Valérie Vandenbroek. Et à très bientôt dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG.